Alors, la fois dernière, je me suis arrêté à la présentation des différents éléments du plan local, d'urbanisme. J'ai terminé sur le règlement, du plan local d'urbanisme qui notamment, fixe, les zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et naturelles et forestières. Hem J'ai vu également, j'ai terminé là-dessus d'ailleurs, la notion, d'emplacement réservé. Maintenant, j'arrive dans la dernier élément du plan local d'urbanisme, les annexes. Voilà ce que dit, l'article L 152-7, du code de l'urbanisme. Les PLU, les plans locaux d'urbanisme, comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. C'est la seule, disposition de la section en cause, du code de l'urbanisme. Il est important que ces, servitudes d'utilité publique soient annexées au PLU, jointes au PLU, parce que si ce n'est pas le cas, elles sont inopposables. C'est-à-dire que le maire ne pourrait pas refuser le permis de construire en se fondant sur, une de ces servitudes si elle n'a pas été, annexée au plan local, d'urbanisme. Je vous rappelle qu'une servitude, d'utilité publique, c'est une restriction, au droit de propriété qui est instituée dans un but, d'utilité publique. J'en ai déjà parlé un peu plus haut lorsque j'avais vu la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. Les servitudes d'urbanisme, ce sont des restrictions au droit de propriété qui figurent dans le code de l'urbanisme. Par exemple, si votre terrain est classé en zone agricole, il est inconstructible, ou presque. Ça, c'est une servitude d'urbanisme. Et je vous rappelle que l'ancien article L 160-5, je crois que maintenant c'est l'article L 100-5 du code de l'urbanisme, pose un principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. J'en avais parlé à ce moment-là. Mais il y a aussi, plus largement, des servitudes d'utilité publique. Ici, il n'est pas question de servitude d'urbanisme, il est question de ça n'aurait pas de sens de dire les servitudes d'urbanisme doivent être annexées au PLU puisque le règlement du PLU est lui-même une servitude d'urbanisme. Et donc, ici, sont visées les servitudes d'utilité publique. Je vous donne un exemple que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Le préfet, depuis une loi de 95, peut adopter un plan de prévention des risques naturels, c'est la loi Barnier de 95. Eh bien, ce plan va interdire de construire dans les endroits, dans lesquels il y a eu, un risque naturel, une inondation, par exemple. C'est une servitude d'urbanisme et donc, si la servitude n'est pas annexée au PLU, le maire ne peut pas dire: «Je me fonde sur telle servitude pour refuser le permis de construire». Cette règle est posée à l'article L 152-7. Heu, Après l'expiration d'un délai d'1 an à compter soit de l'approbation du PLU, soit de l'institution de la servitude d'utilité publique nouvelle, si elle n'est pas annexée, elle n'est pas opposable. Donc il y a 1 an pour annexer la servitude. Si la servitude est adoptée après que le PLU a été adopté, ben, on a 1 an pour l'annexer, au PLU pour la rendre opposable. Les articles L 151-52 et 53, les articles R 151-52 et -53 donnent la liste des servitudes d'utilité publique qui doivent être annexées au PLU. Par exemple, doit être annexée, la servitude que je verrai plus loin, qui institue le droit de préemption urbain. Ce droit de préemption urbain est prévu à l'article L 211-1 et suivant du code de l'urbanisme. La commune peut instituer sur son territoire, sur certaines parties de son territoire, un droit de préemption qu'on appelle le droit de préemption urbain. Il en résulte que si le propriétaire vend son terrain, son immeuble, eh bien la commune, si le terrain est couvert par le droit de préemption urbain, eh bien la commune pourra préempter le bien. Si ce droit de préemption n'est pas annexé au PLU, il est inopposable. Voilà, ce qu'il fallait dire à propos de ces annexes. Alors, une toute dernière précision quand même. Je vous dis, si par exemple, le plan de prévention des risques naturels, prévu par la loi Barnier, n'est pas annexé au PLU, donc il n'est pas opposable.
Ça veut dire que si le préfet, par exemple, a adopté ce plan en indiquant, voilà, dans telle zone, cette zone sera classée rouge parce que la rivière a déjà submergé le terrain 3 fois en 10 ans. Donc zone rouge, interdiction de construire. Le plan, n'est pas annexé au PLU. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, il n'est pas opposable. C'est-à-dire que le maire ne peut pas refuser un permis de construire en se fondant sur ce plan puisqu'il n'a pas été annexé au PLU. Il y a eu oubli. Cela étant, le maire pourra refuser le permis de construire néanmoins en se fondant sur l'article R111-2 du code de l'urbanisme que nous avons vu au tout début du cours quand j'ai vu la réglementation nationale d'urbanisme. Je vous rappelle que le maire peut refuser le permis si le projet présente un risque relatif à la sécurité ou à la salubrité publique. Donc, si le terrain a été classé en zone inondable dans le plan de prévention des risques naturels, le maire peut refuser le permis en se fondant sur l'article R111-2 parce que le projet présente un risque pour la sécurité. Les gens qui vont habiter là vont être inondés. Après avoir vu donc dans la section 1 ce qu'était le PLU, je vois dans la section 2 les effets du PLU, les effets du PLU. Alors, tout simplement, hein, j'adopte ce plan parce que je prends, le code de l'urbanisme dans sa suite logique. Je vous l'ai dit dès le départ, je ne m'émancipe pas, je me cale complètement sur le code de l'urbanisme. Après, je peux réécrire les titres. Il y a un chapitre 2 dans le code de l'urbanisme qui est consacré aux effets du PLU et qui en prévoit plusieurs. Alors moi, j'ai appelé ça section 2, mais si vous allez chercher dans le code, c'est un chapitre 2. Première conséquence, je vais être assez rapide. Ce sont les effets du PLU. Donc, première conséquence, petit 1, paragraphe 1er, conséquence du classement en emplacement réservé. Ça, je ne fais que le rappeler. Je vous ai dit que la commune peut classer des terrains en emplacement réservé dans son plan local d'urbanisme parce qu'elle souhaite réaliser à cet endroit un ouvrage d'intérêt général, une voie publique, un corridor écologique. Il en résulte que si le terrain est classé en emplacement réservé, son propriétaire n'obtiendra pas de permis de construire pour un objet autre que celui qui a justifié le classement en emplacement réservé. Le terrain dont vous êtes propriétaire est classé emplacement réservé pour agrandir la place municipale, eh bien, vous ne pourrez pas obtenir un permis de construire pour agrandir votre maison, parce que c'est contraire au classement du terrain dans le PLU. Ça veut dire donc que le propriétaire subit donc une restriction très forte à son droit de propriété. Et je vous avais dit, et là c'est confirmé, hein, c'est l'article L152-2, que j'avais dû le citer quand j'ai vu la notion d'emplacement réservé. Il en résulte que il en résulte donc que si le terrain est classé emplacement réservé, le propriétaire pourra contraindre la commune à acquérir ce terrain. C'est ce qu'on appelle le droit de délaissement. C'est-à-dire, vous avez besoin de mon terrain pour pour réaliser une opération d'intérêt général, eh bien, je vous prends au mot, je vous demande d'acheter mon terrain pour réaliser cette opération. Il faudra fixer le prix de la vente de l'immeuble. Ce prix sera fixé de manière amiable et si on ne parvient pas à s'entendre, si le propriétaire qui demande à la commune d'acheter et la commune ne parviennent pas à s'entendre sur le prix, eh bien ce prix sera fixé par le juge de l'expropriation. Voilà le premier point. Donc, premier effet du PLU, un effet résultant du classement du terrain en emplacement réservé, mais je vous en avais déjà parlé, ce n'est qu'une redite. Deuxième effet du PLU, paragraphe 2, dérogation au PLU. Le code de l'urbanisme prévoit 4 types de dérogations au PLU. Ce sont les articles L152-3 à L152-4, 6, pardon, L152-3 à L152-6. Ça va être mes 4 paragraphes. Le premier sera grand A jusqu'à grand D. Alors, le principe, c'est que
quand le maire est saisi d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux, il ne peut délivrer qu'un permis de construire conforme aux règles qui sont dans le plan local d'urbanisme. Il peut pas appliquer d'autres règles. Le permis de construire doit être conforme, pas compatible, conforme avec les règles fixées par le PLU. Ça, c'est le principe. Il faudrait même insister là-dessus, c'est la solution logique. Mais là, je vais insister sur les exceptions. Il y a des hypothèses, il y en a 4, dans lesquelles le maire peut très bien ne pas respecter le PLU. Alors, il y a tout d'abord, grand A, les adaptations mineures. Adaptations mineures, c'est le grand A. Voilà ce que dit l'article L 152-3 du Code de l'urbanisme. Peuvent faire l'objet, non, les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Il est ajouté dans cet article que ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation, donc les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celle prévue par cette sous-section. Donc il est possible de déroger de façon mineure. Ça ne peut pas être l'application d'une règle complètement différente à celle qui est fixée par le PLU. Ça doit être mineur. Pour des raisons tirées à la nature du sol, la configuration des lieux ou le caractère des constructions avoisinantes. Ce sont les 3 justifications possibles. Donc, de quoi s'agit-il? Quelqu'un demande un permis de construire et il ne va pas respecter la règle de hauteur, le gabarit, la densité, l'apparence extérieure qui est fixée dans les règles du PLU que j'ai vu dans le paragraphe, la section précédente, quand j'ai vu le règlement du PLU. Mais il dit: je sais que je ne respecte pas les règles, mais je voudrais bénéficier d'une adaptation. Donc le maire qui est saisi d'une telle demande, d'abord la première chose, c'est que normalement, il doit dire: «Bah non, il faut appliquer le PLU, de façon votre projet doit être conforme au PLU et par exception, oui, j'accorde une dérogation si l'adaptation est mineure». Alors pour savoir ce qu'est une adaptation mineure par rapport à une adaptation qui ne l'est pas, eh bien, il faut regarder la jurisprudence qui est très, très abondante et le juge va considérer que, quand, par exemple, le PLU prévoit que la construction doit être, à 1 mètre, à compter de la voie publique, 1,5 m, c'est peut-être possible, 2 mètres, ce n'est pas possible, ce n'est plus une adaptation mineure. Et puis, il faut que ça soit fondé, cette adaptation, sur la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère, des constructions avoisinantes. Cette liste est exhaustive. Ces 3 hypothèses qui permettent une adaptation mineure sont les seules. Il n'y en a pas d'autres. Je vous donne un exemple. Cour administrative d'appel de Lyon, 2 avril 2020, numéro 19 LY 01 285. Dans cette affaire, c'est le maire de Divonne-les-Bains qui a délivré un permis de construire, un immeuble collectif de 10 logements. Le voisin attaque le permis de construire en soutenant que le projet ne respecte pas le PLU, qui prévoit en matière de ramassage des ordures ménagères, qu'il faut qu'il y ait une aire de collecte, c'est-à-dire un endroit où, on met les poubelles pour le ramassage des ordures ménagères au bord du domaine public. Il y a la voie publique et au bord, il doit y avoir, c'est dans le PLU, une aire, de ramassage. Ça permet aux camions de s'arrêter et de charger les poubelles. Ici, le maire a délivré un permis de construire et le projet d'immeuble collectif de 10 logements prévoit bien une aire de collecte, mais pas au bord d'une voie publique, du domaine public, mais au bord d'une voie privée. Eh bien, la cour administrative constate que cette adaptation à la règle, l'aire doit être au bord du domaine public, elle est au bord d'une voie privée, ne repose ni sur la nature du sol. Il n'a pas dit: «Bah non, je suis obligé de le mettre là parce que j'ai bien un bout de terrain qui est au bord de la voie publique, mais il est fragile et cetera, on ne pourrait pas bétonner». Non, il y a rien de tout ça. Il y a pas cette justification. Donc c'est pas lié à la nature du sol,
au caractère des constructions avoisinantes ou à la configuration des parcelles, eh bien, cette adaptation, même si elle était mineure, n'est pas possible. Si le maire veut accorder une adaptation mineure, il doit le dire. Il doit le dire parce que, en vertu de l'article L424-3 du Code de l'urbanisme, article L424-3 du Code de l'urbanisme, je cite, « Lorsque la décision du maire rejette la demande, entre parenthèses, de permis, ou s'oppose à la déclaration préalable », ça vise les petites constructions, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, etc. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions ou lorsqu'elle oppose un sursis à statuer ou comporte, voilà ce qui m'intéresse, une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme. Donc, vous voyez, il résulte de cet article L424-5 que quand le maire délivre un permis de construire qui comporte une adaptation mineure, il doit le dire, il doit motiver sa décision. Exemple, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 janvier 2020, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 janvier 2020, numéro 19 NT 00683. Dans cette affaire, le maire de Rennes a délivré un permis de construire, le voisin attaque, et il apparaît que les ouvertures ont une largeur qui est plus importante que ce qu'il est possible de faire compte tenu dans le PLU. Le maire, le titulaire du permis, pardon, qui défend son permis, qui a obtenu le permis, ne peut pas soutenir que le maire aurait accordé une adaptation mineure. Ce n'est pas la règle du PLU, c'est pas la même largeur, mais il a voulu accorder une adaptation mineure. Non, s'il avait accordé une adaptation mineure, il aurait dû le dire dans le permis de construire délivré. Puisqu'il ne l'a pas dit, ce n'est pas une adaptation mineure, c'est une violation des règles du PLU. Le permis de construire doit être annulé. Cela étant, le maire peut soutenir devant le juge administratif, quand le permis est attaqué, que ce qu'il a voulu délivrer, c'était une adaptation mineure. C'est un permis de construire avec adaptation de mineur, ce qui permettra de rejeter le recours. Et dernière précision à ce sujet, en cassation, le Conseil d'État ne vérifie pas si l'adaptation qui a été accordée est mineure ou pas. Donc, un avocat doit bien prévenir son client, hein, si un voisin veut attaquer un permis et dire, bah voilà, le permis ne respecte pas le PLU, le maire nous dit qu'il a accordé une adaptation mineure, le TA a admis, la cour administrative d'appel a admis, le voisin veut introduire un recours en cassation. Il dit, moi, je pense que l'adaptation n'était pas mineure. Ben, ce n'est pas la peine, puisque le Conseil d'État, juge de cassation, refuse de se livrer à cet examen. Je rappelle que dans le contentieux de la cassation, le Conseil d'État exerce deux types de contrôle possibles sur les faits. Soit il accepte de contrôler les faits tels qu'ils ont été qualifiés par la Cour administrative d'appel. On dit alors que cela relève de la qualification juridique des faits. Et donc là, il va accepter de réexaminer le moyen. Soit il considère que cela relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il dit, moi, ça ne me regarde pas. Eh bien, la notion d'adaptation mineure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Donc, pas la peine de saisir la Cour de cassation sur ce point. Il refusera de l'examiner. Il dit, moi, je fais confiance à la Cour administrative d'appel. Si elle a estimé qu'il s'agissait d'une adaptation mineure ou pas d'une adaptation mineure, elle est libre. Elle est souveraine. Grand B maintenant, dérogation liée à la nature de certains immeubles. Donc, je suis dans une section ou un paragraphe, je ne sais plus, qui est consacré à une dérogation possible au PLU, sachant que le principe, c'est que le PLU, les autorisations d'urbanisme, le permis de construire, déclaration, doivent être conformes au PLU, mais il y a des adaptations. Je viens d'en voir une, la notion d'adaptation mineure. Deuxième exception, grand B,
dérogation liée à la nature de certains immeubles. C'est l'article L152-4. Article L152-4, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le plus souvent c'est le maire, peut, par décision motivée, vous voyez là encore, il doit dire pourquoi, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre, alors là il y a plusieurs hypothèses, il y en a 3, la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires aux règles du PLU. Donc il y a une construction qui a été détruite par une catastrophe naturelle, le propriétaire veut reconstruire, mais les règles de sécurité imposent, je ne sais pas moi, de faire un mur qui n'existait pas auparavant. On a le droit à la reconstruction à l'identique, mais là, ce ne sera pas une reconstruction à l'identique. Eh bien, si c'est imposé par des raisons de sécurité, le maire pourra déroger aux règles fixées par le PLU, qui interdisent la construction de ce mur dans l'exemple que j'ai donné. Deuxième exemple, deuxième exception, dérogation qui est dans ce grand B consacré aux dérogations liées à la nature de certains immeubles, dérogation donc pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. Donc il y a d'un côté la restauration d'un immeuble protégé, c'est un immeuble protégé par la législation sur les monuments historiques. Pour le reconstruire conformément à ce classement, eh bien, il ne faut pas respecter les règles du PLU. Eh bien, le maire, pardon, pourra, toujours pour des raisons, par une décision motivée, expliquer pourquoi il ne respecte pas les règles du PLU qui exigent ici qu'il n'y ait pas de fenêtre ou que sais-je, et ce qui serait contraire au caractère de monument historique de l'immeuble. Et puis, troisième exception liée, dérogation possible liée à la nature de l'immeuble, déroger aux règles d'urbanisme pour des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il se peut que, pour permettre donc l'accès des personnes handicapées, vous savez, on voit ça fréquemment maintenant, ne serait-ce qu'à la faculté, on a fait des travaux importants il y a une quinzaine d'années pour permettre cet accès. Il se peut que les travaux qui exigent de faire un escalier sur le côté, que sais-je, ne sont pas possibles au regard du PLU. Eh bien, le maire, par une décision motivée, là encore, pourrait dire je déroge aux règles qui m'imposent de faire passer un escalier par l'extérieur, par exemple. Je déroge à ces règles euh, parce que je veux permettre l'accessibilité à un immeuble, à un logement existant, à des personnes handicapées. Grand C, c'est le troisième type de dérogation au PLU, dérogation pour des raisons environnementales. Cette fois, il faut se reporter à l'article L152-5. Donc voilà ce que dit cet article. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager ou prendre une décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, là encore il faudra dire pourquoi, déroger aux règles des PLU, règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'aspect extérieur des constructions, donc peut déroger à ces différentes règles, afin d'autoriser la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes. Oui, c'est maintenant une pratique pour faire des économies d'énergie, procéder à une isolation qui peut être à l'intérieur du bâtiment ou en extérieur. Eh bien, les règles d'urbanisme pourraient s'y opposer. Eh bien, cet article permet au maire de déroger à ces règles d'urbanisme qui s'opposeraient dans le PLU à ces isolations en saillie pour justement les réaliser. Ou déroger pour permettre une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes. Il y a par exemple une règle de hauteur dans le PLU. Le maire pourra autoriser une dérogation à cette règle de hauteur si c'est pour surélever la toiture pour isoler les étages supérieurs.
Et puis, quatrième dérogation, c'est le grand D, dérogation pour des raisons de mixité sociale. Dérogation pour des raisons de mixité sociale. Alors, cette dérogation s'applique dans les communes où il y a une forte demande de logement, puisque l'objectif, c'est de permettre la construction de logements. Pas la peine de déroger quand il n'y a pas de besoin. Là, on est dans des communes où il y a un fort besoin. Ça vise les communes qui sont dans une zone d'urbanisation de plus de 50 000 habitants, qui figurent sur une liste que vous trouverez à l'article 232 du Code général des impôts, et dans les communes de plus de 15 000 habitants qui sont en forte croissance démographique et dont la liste est donnée par l'article L302-5 du Code de la construction. Donc, dans ces communes dans lesquelles la demande de logement est plus forte que l'offre, le maire pourra déroger au règlement du PLU par une décision, là encore, motivée, pour pour déroger donc aux règles relatives au gabarit, à la densité de la construction, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation. Donc, il pourra dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir quand même dépasser la hauteur de la construction contiguë, parce qu'il faut une certaine harmonie. Donc, si la maison à côté fait 4 étages, la maison sur laquelle on fait les travaux en fait 3, on peut construire un quatrième étage en vue de créer 1 ou 2 logements supplémentaires. Et les autres exceptions qui sont prévues, donc ça c'est ce que je viens de vous donner, c'est l'article L152-6. Les autres sous-exceptions sont toutes relatives, doivent permettre la construction de logements. Il y en a une autre qui n'est pas tout à fait dans le même esprit, mais elle est au même article, c'est le quatrièmement de cet article L152-6. Il est indiqué que le maire pourra déroger dans la délivrance du permis aux règles du PLU. Il pourra déroger aux obligations de créer des places de parking liées au logement qu'on construit. J'ai vu ça plus haut que le PLU peut dire, quand on construit un logement, il faut une place ou 2 de parking. Donc, déroger à cette règle lorsque le projet de construction de logement est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public. C'est ça l'idée. À partir du moment où il y a une gare, les gens n'ont pas besoin de voiture. Ils prendront le train, le tramway ou le bus, station de transport en commun. Et donc, pour les inciter à ne pas prendre la voiture, eh bien, on permet aux constructeurs, en tout cas aux maires, de déroger par une décision motivée à l'obligation de créer les places de stationnement. Pas de place de stationnement, pas de voiture. C'est ça l'idée. Voilà donc les 4 types de dérogation aux règles qui sont contenues dans le PLU. Alors, je vois maintenant dans une section 3 la procédure d'élaboration du PLU. Procédure d'élaboration du PLU. J'ai vu ce qu'était le PLU, j'ai vu ses effets. Maintenant, je vois comment il est adopté. Alors, le PLU est élaboré à l'initiative de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, c'est-à-dire la métropole, la communauté urbaine, d'agglomération, communauté de communes. Dans certains cas, il est élaboré encore par la commune, mais il faut bien retenir que depuis la loi Duflot qui couronne ce processus, c'est une loi la loi Duflot de 2014, la loi ALUR, le PLU est en principe adopté par l'EPCI. La compétence a été transférée à l'EPCI. Donc, c'est ce que je vais voir dans un paragraphe premier. Compétence pour élaborer le PLU. Quelle est la collectivité publique qui prend en charge l'élaboration du PLU? C'est ce que je vais voir dans le paragraphe premier. J'en avais parlé dans l'historique, le rapide historique que j'ai fait du droit de l'urbanisme. Nous avons les 38 000 communes, 35 000 peut-être maintenant, qui sont une survivance des paroisses de l'Ancien Régime. Donc, c'est un système qui a 2 siècles. Éparpillement communal. Très rapidement, la technocratie de l'État, notamment dans les années 60, j'avais cité, je crois, des textes, a constaté que
finalement, la commune, par sa taille modeste le plus souvent, je sais pas, il y a sur les 35 000 communes, il y en a 28 000, 27 000, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais qui ont moins de 1 000 habitants, hein, donc il y a énormément de petites communes. Eh bien, la masse des communes n'ont pas les moyens d'exercer des compétences en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace. L'aménagement de l'espace, c'est l'urbanisme. Quand vous voyez cette notion dans le code, ça veut dire urbanisme. N'ont pas les moyens, donc il faut les regrouper. À une certaine époque, on a tenté les fusions de communes. C'est la loi Marcellin de 1971, du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque. Ça n'a pas marché et donc on s'est orienté vers la coopération. Les communes ont l'obligation, c'est une obligation depuis la loi de 2010, loi du 16 décembre 2010, toute commune de France doit être membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Quand c'est une commune qui est dans une grande agglomération, elle est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine. Quand elle est dans une agglomération moyenne, 50 000 habitants, elle est membre d'une communauté d'agglomération et quand elle est une commune rurale, elle est membre d'une communauté de communes. Ça, c'est l'évolution, de ces dernières années. C'est un mouvement qui a été lancé par la loi Chevènement de 1999, qui est pas une loi qui a créé l'intercommunalité, mais c'est une loi qui a renforcé l'intercommunauté, qui crée la communauté d'agglomération. Loi du 12 juillet 1999, loi Chevènement, du nom du ministre de l'époque, même si c'est pas lui qui a suivi les travaux parlementaires, parce qu'à l'époque, il était entre la vie et la mort. Il avait subi une opération qui s'était mal passée. Enfin, c'est lui qui était, à l'origine du projet de loi dont il conteste d'ailleurs l'évolution, hein, il a publié ses mémoires l'an dernier, il a dit que c'était pas ce qu'il voulait faire avec maintenant on a des communautés de communes avec des qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Il dit: «C'était pas mon projet initial». Enfin, passons. Et donc, cette intercommunalité maintenant qui est imposée, toute commune de France est membre d'une intercommunalité, eh bien, ça correspond à ce qui était la volonté des hauts fonctionnaires de l'État dans les années 60, quand il y avait encore un vrai plan, vous voyez, une planification. Ils disaient: «Bon, voilà, on transférerait bien des compétences aux communes, mais en l'état, c'est pas possible, elles sont de faible importance, donc elles n'ont pas de moyens. Il n'y a pas un agent». Vous voyez, pour élaborer un PLU, il faut quand même avoir des moyens financiers, humains, et cetera. Et je vous rappelle que, c'est la loi de 83 qui fait suite à la décentralisation du 2 mars 82, la loi du 7 janvier 83 qui confie aux communes l'élaboration du plan d'occupation des sols, le document d'urbanisme, ancêtre du plan local d'urbanisme. Et donc quand cette loi de 83 a été adoptée, on n'a pas touché aux structures. C'est 38 000 communes qui peuvent élaborer un POS. D'autant plus qu'il y a, à l'époque, quand on a voté cette loi, on n'avait même pas prévu un document d'urbanisme plus souple, qui s'appelle aujourd'hui la carte communale, pour les communes de faible importance, vous voyez, qui ne veulent pas entrer dans ce mécanisme compliqué d'élaboration d'un plan d'occupation des sols. Il y avait bien un POS simplifié, mais c'était pas un document ultra simplifié. Donc, la décentralisation qui transfère des compétences, notamment en matière d'urbanisme, c'est ça qui m'intéresse ici, en 83, s'est faite à structure constante, avec les mêmes communes. Et donc finalement, toute l'évolution depuis 30 ans, depuis cette loi de 83, presque 40 ans maintenant, a consisté à réparer cette faiblesse, à inciter les communes à coopérer si on ne peut pas les faire disparaître et à confier l'élaboration du document d'urbanisme, le PLU, non plus aux communes, mais à l'intercommunalité. Donc la l'élaboration du PLU est une compétence obligatoire bien sûr, de la métropole, grandes agglomérations, la quinzaine de grandes agglomérations françaises, compétence obligatoire de la communauté urbaine, c'est l'article L5215-20 du CGCT, Code général des collectivités territoriales. C'est une compétence obligatoire également de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire les communes qui sont dans les agglomérations moyennes de 50 000 habitants. Le PLU est intercommunal. Article L5216-5. Et dernière évolution, c'est la loi Duflot de 2014 qui souhaitait, le ministre du Logement de l'époque, Madame Duflot, souhaitait que dans le milieu rural, dans lequel il y a les communautés de communes, eh bien, le PLU soit également
de la compétence de l'intercommunalité, c'est-à-dire de la communauté de communes. Je rappelle que la communauté de communes s'adresse au milieu rural puisque jusqu'à la loi du 16 décembre 2010, il n'y avait pas de seuil de population exigé pour créer une communauté de communes. Il suffisait qu'il y ait 2 communes. Donc, par exemple, 2 communes de 500 habitants pouvaient créer une communauté de communes. Et puis, progressivement, le législateur a dit: «Non, c'est pas possible. On veut créer de vraies structures, il faut quand même qu'il y ait une certaine taille». Et donc maintenant, c'est la dernière loi en date, c'est la loi NOTRe du 7 août 2015 qui impose qu'une communauté de communes ait au moins 15 000 habitants, avec des exceptions, notamment pour les zones de montagne. Parce que 15 000 habitants en montagne, on aurait une communauté de communes qui s'étendrait jusqu'à sur 80 kilomètres. Ça n'aurait plus de sens. Donc il y a des exceptions qui sont d'ailleurs plus nombreuses que la règle. Une communauté de communes doit avoir 15 000 habitants. C'est ce que critique d'ailleurs monsieur Chevènement en disant: «Maintenant ça n'a plus de sens» et dans le milieu rural, vous comprenez, même, hors montagne, une communauté de communes de 15 000 habitants, ça va exiger souvent, bah, qu'il y ait, 60-70 communes ensemble qui n'ont pas vraiment de lien, ça a pas un grand sens. Enfin, c'est comme ça. Et donc, la loi Duflot, le projet de loi, c'était de dire: «Bah, maintenant, la communauté de communes est compétente en matière de PLU». Et là, il y a eu une réticence, une résistance du Parlement lorsque celui-ci était encore peuplé d'élus locaux. Ce qui est moins vrai maintenant puisqu'il y a la règle, l'interdiction de cumul de mandats. Et les parlementaires donc ont obtenu, ça avait coincé, hein, puisque, sur ce point la loi était allée en commission mixte paritaire, c'est-à-dire que le Sénat et l'Assemblée nationale n'étaient pas parvenus à s'entendre. Et donc la règle maintenant, c'est que, lors du renouvellement des conseils municipaux, eh bien, la compétence en matière de PLU est transférée à la communauté de communes. Mais dans les 3 ans, une minorité de communes pourra s'opposer à ce transfert, une minorité de communes membres de la communauté de communes. 25 communes représentant au moins 20 de la population pourront s'opposer à ce transfert et dire: «Non, on est contre le transfert à la communauté de communes de la compétence en matière de PLU». Si cette minorité est rassemblée, 25 des communes représentant au moins 20 de la population, le transfert ne se fait pas. Et la même démarche se reproduira tous les 6 ans quand on renouvelle les conseils municipaux. Compétence de principe à la communauté de communes, mais s'il y a minorité de blocage, pas de transfert. Résultat de tout ça, fin 2017, les chiffres ne sont pas très actualisés, il faudrait que je regarde maintenant ce que ça a donné, mais 46 des EPCI étaient compétents en matière de PLU. Donc progressivement, le PLU devient intercommunal. C'est l'évolution majeure de ces dernières années. Il faut dire aussi, je ne vais pas insister là-dessus, que le législateur avait institué des dispositifs incitatifs pour que le PLU devienne intercommunal. Vous voyez, par exemple, je vous ai dit, c'est la loi SRU du 13 décembre 2000 qui a créé le PLU et qui remplace le POS. Et pourtant, 20 ans plus tard, encore aujourd'hui, au moins l'année dernière, il y avait encore quelques centaines de plans d'occupation des sols. Je vous ai donné le chiffre, c'est en voie de disparition, mais il y en a encore quelques-uns, ou il y en avait encore quelques-uns il y a 1 an. Et donc, pour inciter à cette disparition, bah, il y avait des dispositions légales qui disaient, bah, voilà, si les communes se sont engagées à adopter un PLU intercommunal, le POS pourra encore rester en vigueur le temps qu'il soit adopté. Heu, voilà, première chose, donc je viens de voir, le PLU est en principe une compétence intercommunale, c'est maintenant le cas, dans plus de la moitié des hypothèses. Pour les communes membres d'une communauté de communes, il y a toujours cette possibilité de blocage, mais ça devient assez marginal. Deuxième point, je suis dans la procédure d'élaboration du PLU, une fois que je sais qui est compétent pour l'adopter, c'est l'interco avec, dans certains cas, les communes. Paragraphe 2, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU. Donc la délibération prescrivant l'élaboration du PLU. Donc la procédure commence par, une délibération votée par le conseil de l'intercommunalité ou le conseil municipal, si la commune est encore compétente, qui prescrit l'élaboration d'un PLU. Il dit: «Voilà,
il faut qu'on adopte un nouveau PLU et donc on vote une délibération pour acter le début de la procédure. Et cette délibération précise également les objectifs poursuivis. Quel est l'objectif? Quels sont les objectifs poursuivis par l'élaboration ou la révision de ce nouveau d'un PLU et les modalités de la concertation. La concertation, je n'en ai pas parlé, elle est évoquée dans le titre préliminaire. Je vous ai dit, je suis le plan du code de l'urbanisme, je n'en ai pas parlé parce que je savais que j'allais en reparler là, mais il y avait quand même un chapitre que j'avais évoqué sur la participation du public, sur les règles d'urbanisme. J'ai vu l'évaluation environnementale, par exemple. Eh bien, autre forme de participation, c'est la concertation, qui est prévue à l'article L103-3 du code de l'urbanisme. Et la concertation, donc, c'est un moyen d'associer la population, les personnes intéressées, à l'élaboration du projet. Et donc, au tout départ, au début donc, de la procédure, le conseil de l'EPCI ou le conseil municipal vote une délibération en disant: «Voilà, on va adopter un PLU, on va réviser le PLU», il dit: «Et je fixe les modalités qui vont permettre d'associer la population». Sous quelle forme? Par exemple, on va tenir des réunions publiques, on va établir un registre dans lequel les gens, intéressés pourront faire leurs observations. Ça, c'est ce qu'on appelle la concertation. Donc, cette délibération qui prescrit l'élaboration d'un nouveau PLU et les modalités de concertation, elle est prévue à l'article L153-11 du code de l'urbanisme. Ça commence à avoir un effet, hein, puisque, non, je le dirai peut-être plutôt, dans 2 minutes là. Une précision, alors naturellement, à la fin de la procédure, ce que je vais voir après, il y a donc une délibération au départ qui prescrit l'élaboration du PLU, puis après différentes étapes, il va y avoir une délibération qui approuve le PLU. Eh bien, le Conseil d'État a jugé dans un arrêt du 29 juillet 2020, donc le Conseil d'État a jugé dans un arrêt du 29 juillet 2020, numéro 428 158, mentionné dans les tables du recueil Lebon, qu'un long délai entre la délibération qui prescrit l'élaboration du PLU et la délibération qui adopte le PLU ne rend pas ce PLU illégal. On pourrait dire que ça n'a plus de sens. Vous voyez, dans cette affaire, c'était le conseil municipal d'Aix-en-Provence qui a approuvé son PLU le 23 juillet 2015. La délibération a été votée le 23 juillet 2015. Et la délibération qui avait prescrit l'élaboration du PLU était de 2001, 15 ans avant, 14 ans avant. Et donc, le justiciable disait: «Bah, ça n'a plus de sens, un habitant». Il dit: «Bah, ça n'a pas de sens. Quand on a prescrit les objectifs de ce PLU, il y a 15 ans, la ville a changé, il aurait fallu tout refaire». Eh bien, le Conseil d'État dit non. La longue période qui sépare les 2 délibérations ne rend pas le PLU finalement adopté illégal. Heu, Autre précision, celui qui attaque, la délibération approuvant le PLU, c'est-à-dire la délibération que je vais voir à la fin, ne peut pas invoquer l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du PLU, qui porte sur les objectifs du PLU. C'est la délibération que je vois maintenant. Vous voyez, bah, pour reprendre l'exemple d'Aix-en-Provence, il n'est pas possible, à l'occasion du recours contre la délibération de 2015 approuvant le PLU, de soulever, d'indiquer, de soutenir que cette délibération est illégale parce qu'elle applique une délibération qui a prescrit l'élaboration du PLU de 2001, qui était elle-même illégale. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas soulever l'exception d'illégalité. Il y a juste une chose qui peut être soulevée, les irrégularités. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation pourront être soulevées pour obtenir l'annulation du PLU finalement adopté. Alors attention, je vous l'ai dit, dans la délibération, qui prescrit l'élaboration d'un nouveau PLU, le conseil municipal ou le conseil de l'EPCI également dit: «Voilà quelles seront les modalités de notre concertation qu'on va organiser». On va par exemple prévoir des réunions publiques, la possibilité, pour les gens de venir, discuter avec des conseillers municipaux du projet de PLU, la tenue d'un registre. Ça, ce sont les modalités de la concertation. Eh bien, si la commune
ou l'interco n'a pas respecté les modalités de la concertation qu'elle avait prévues, eh bien ça, c'est un moyen qui peut justifier l'annulation du PLU. Vous pouvez attaquer la délibération du PLU de 2015 d'Aix-en-Provence et en disant: «Je soutiens que cette, délibération, que le PLU adopté est illégal parce qu'en 2001, il avait été dit qu'il y aurait des réunions publiques qui devaient être organisées, c'était ça la concertation et aucune réunion ne s'est tenue». Ça, c'est un moyen qui est recevable. Alors que vous ne pouvez pas contester les autres éléments de la délibération prescrivant, l'élaboration du PLU. Oui, la délibération de 2001 disait: «Voilà, parmi les objectifs, il y a celui de renforcer les zones naturelles». Vous pouvez pas dire, attaquer le PLU de 2015 et dire: «Bah, cet objectif n'a pas été tenu». Ça, c'est pas invocable. Donc pour la concertation, retenez bien ça. Si la commune, l'interco, adopte une des modalités de concertation insuffisantes, ça, ce n'est pas contestable à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU, à la fin. Vous ne pourrez pas obtenir l'annulation du PLU en disant: «Bah, les modalités de concertation qui ont été arrêtées par la commune sont insuffisantes au regard de ce qu'exige l'article L 100, 3 relatif à la concertation». Ça, c'est pas un motif recevable. En revanche, si la commune n'a pas ou l'interco n'a pas respecté les modalités de la concertation qu'elle avait arrêtée, eh bah, ça, c'est possible en invoquant ce moyen d'obtenir l'annulation du PLU finalement adopté. Heu, Si la concertation, n'est pas suffisante, les modalités de la concertation ne sont pas suffisantes au regard de l'article L 103, tiret 1, l'article que j'ai cité, qui est dans le titre préliminaire, eh bien, c'est à l'occasion d'un recours contre la délibération prescrivant l'adoption du PLU et les modalités de la concertation qu'il faut le contester. Là, vous avez le droit d'attaquer la délibération, dans l'exemple d'Aix-en-Provence de 2001, en disant: «Bah, cette délibération donc qui prescrit l'élaboration d'un PLU a prévu des modalités de concertation qui sont insuffisantes. Si c'est le cas, elle sera annulée». Mais vous ne pourrez pas 15 ans plus tard ou 3 ans plus tard, si c'est adopté en termes normal, dire, «Je demande l'annulation parce que je pense que les modalités de la concertation étaient insuffisantes». En revanche, je le répète, hein, si la commune n'a pas respecté les termes de la concertation qu'elle avait arrêtée, ça peut permettre d'obtenir l'annulation du PLU finalement, adopté. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, un arrêt du Conseil d'État du 25 novembre 2015, Conseil d'État 25 novembre 2015, numéro 372 659. 372 659, c'est un arrêt qui est mentionné dans les tables du recueil Lebon. Dans cette affaire, le conseil municipal d'une commune qui s'appelle Cazerdanne, Cazerdannes, avait organisé une concertation qui consistait en la mise à disposition d'un registre d'information du public par bulletin et par voie de presse, l'organisation d'une réunion publique et d'une journée d'information et la mise en place d'une permanence des élus. Voilà à quoi ça ressemble en général la concertation et c'était comme ça ici. Mais à propos d'une zone agricole, dans le PLU, il y avait un projet de zone agricole, un classement de zone NA, de zone A, pardon. Le maire a organisé une réunion non prévue avec les agriculteurs. Ce n'était pas dans les modalités de la concertation. Eh bien, si cette, réunion non prévue n'a pas eu d'effet sur le PLU finalement adopté, il y a pas de problème. Si en revanche ça a eu un effet, par exemple, les agriculteurs ont pu défendre leur opinion et puis ça c'est vu dans le texte finalement adopté, eh bien la concertation, le fait que la commune n'ait pas respecté les termes de la concertation qu'elle avait arrêtée, entraînera l'annulation, du PLU. Paragraphe 3, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Je suis en train de, heu voir le déroulement de la procédure d'adoption du PLU, bah, la troisième étape, enfin la première n'en est pas vraiment une, c'était la notion de compétence. Première étape, une délibération qui prescrit l'élaboration du PLU et qui fixe les modalités de la concertation. Deuxième étape, qui est le paragraphe 3 dans mon plan, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Le PADD est un élément du PLU, je l'ai vu dans la section précédente. Et voilà ce que dit l'article L 153-12. Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'EPCI, le conseil de la communauté ou du conseil municipal, sur les orientations générales
du projet d'aménagement et de développement durable, au plus tard 2 mois avant l'examen du projet de PLU, qui sera le paragraphe suivant. Ce débat est très important parce que, en vertu de l'article L 153-11, en vertu de l'article L 153-11, à partir de ce moment, débat sur les orientations du PADD, le maire peut décider de surseoir à statuer sur les demandes de permis concernant des constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Et ça, il peut le faire donc dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du PADD. Donc, le conseil de l'EPCI se réunit et débat des orientations sur ce qu'on veut faire dans le PADD. Je vous rappelle que dans le PLU, c'est un des éléments du document d'urbanisme qui figurera dans le PLU finalement adopté, mais il y a avant donc une délibération sur les orientations. À partir du moment où ce débat a eu lieu, quelqu'un demande un permis et dit: «Voilà, j'aimerais construire sur mon terrain ici». Le maire peut dire: «Ah non, je sursois à statuer sur la demande, je ne refuse pas, parce que le PLU n'a pas encore été adopté, mais je diffère ma réponse, parce que là où vous voulez construire, il semblerait, dans les orientations du PADD, que ce soit à l'avenir une zone naturelle ou une zone agricole inconstructible. Et donc votre projet de construire une maison ou un immeuble de 4 étages compromet l'exécution du futur PLU». Donc vous voyez, le PLU n'est pas encore adopté, mais cette délibération relative aux orientations du PADD a des effets sur les pouvoirs du maire. Quatrième point, petit 4, le projet de PLU. Le conseil de l'EPCI, le conseil municipal, s'il garde la compétence, délibère sur le projet de PLU. C'est l'article L 153-14. Alors, les auteurs du code, dans les lois récentes, ont voulu laisser une certaine capacité de discussion aux communes membres. Je viens de voir que, hormis pour les communautés de communes où il y a encore une minorité de blocage, le PLU est désormais intercommunal. On a voulu quand même préserver une certaine forme d'autonomie des communes et voilà ce que dit l'article L 153-15. Lorsque l'une des communes membres de l'EPCI émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP que j'ai vu plus haut, ou sur les dispositions du règlement qui la concernent. Le PLU intercommunal vise toutes les communes et le conseil municipal dit: «Ah ben nous, ça ne nous va pas là, vous prévoyez une zone naturelle ici, on est contre». Eh bien, s'il émet un avis défavorable, eh bien le projet de PLU devrait ensuite être arrêté par le conseil de l'EPCI à une majorité de 2/3 des suffrages exprimés. Ça va être plus dur. Normalement, c'est la majorité des suffrages exprimés. 2/3 du conseil de l'EPCI devront voter en faveur du PLU si une commune membre, le conseil municipal d'une commune membre a dit: «Ben non, nous, ce projet de PLU ne nous convient pas, ne nous va pas». Le projet de PLU va être soumis pour avis aux personnes publiques intéressées, au département par exemple, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels et agricoles, que j'ai vu plus haut, qui a pour objet de protéger contre l'artificialisation, et puis à différentes autres instances. La délibération qui arrête le projet de PLU que je suis en train d'étudier peut également tirer le bilan de la concertation. Nous avions prévu 3 réunions avec la population, et cetera. Voilà, ce qu'a donné cette concertation. Les gens ont été plutôt favorables à cette orientation, plus réservés sur celle-ci, et cetera. Parce qu'il faut tirer un bilan de la concertation. Eh bien, la même délibération qui arrête le projet peut, tirer le bilan de la concertation. 5e, phase, ou enfin 4e phase en réalité de la procédure d'adoption du PLU, l'enquête publique. 5e, l'enquête publique. Donc le projet de PLU est soumis à enquête publique, organisée par un commissaire enquêteur, qui est en général un fonctionnaire à la retraite, un ancien membre des tribunaux administratifs qui figure sur une liste départementale et qui va recueillir les observations des uns et des autres sur le projet de PLU. Sur des habitants, des associations qui disent: «Ah bah là, on a réduit les zones agricoles ou naturelles», donc l'association de protection de l'environnement va émettre des réserves, des critiques. Et le commissaire enquêteur, au terme de cette enquête publique, va émettre un avis favorable ou défavorable sur le projet de PLU, qui ne lie pas
le conseil municipal ou le conseil de l'EPCI. Ce n'est pas parce que le commissaire enquêteur émet un avis défavorable qu'il n'est pas possible d'adopter le PLU. Mais s'il y a un contentieux par la suite, peut-être que le juge, s'il est saisi d'un recours contre le PLU adopté, dira: «Ah bah oui, j'annule parce que le commissaire enquêteur», c'est assez rare quand même, hein, le commissaire enquêteur avait émis des réserves très fortes et je m'appuie sur ces réserves pour annuler le PLU. Une fois que l'enquête publique s'est déroulée, normalement, heu, la dernière étape, donc, c'est l'approbation du PLU, que je vais voir dans le paragraphe suivant, par le conseil de l'EPCI. Normalement, le PLU approuvé ne doit pas être différent de celui qui a été soumis à l'enquête publique. Vous comprenez bien, sinon ça n'aurait pas de sens. On consulte les gens, puis après on adopte un PLU qui n'y ressemble pas. Mais il y a quand même une réserve, c'est que le PLU peut être modifié pour tenir compte, des, remarques faites au moment de l'enquête publique, lors de l'enquête publique. Sinon ça n'aurait pas de sens non plus. À quoi bon que les gens discutent, fassent leurs observations, si ça n'a pas d'effet sur, le projet de PLU? Donc, le juge administratif applique une règle classique qui découle de l'article L 153-21. La commune peut modifier le PLU après l'enquête publique, sous réserve d'une part que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et d'autre part que cette modification procède de l'enquête publique. 2 conditions, vous voyez? Pas modifier l'économie générale, bah, il y avait 25 hectares de zones urbanisées ou à urbaniser et on passe à 250. Voilà, j'exagère, hein, mais il y a une modification de l'économie générale. Ça ne peut être qu'à la marge, pour qu'il y ait pas de modification de l'économie générale. Et puis, il faut que la modification procède de ce qui a été dit lors de l'enquête publique. Dans l'enquête publique, il y avait 25 hectares de zones à urbaniser et on est passé à 20 hectares, 5 hectares de moins. Parce que, il y a eu des observations disant: «Mais compte tenu de l'augmentation de la population et cetera, on n'a pas besoin de 25 hectares, 20 suffiront». Et donc vous voyez, la modification ne modifie pas l'économie générale du projet et elle procède de l'enquête publique. C'est légal. Et sixièmement, approbation du PLU. Approbation du PLU, c'est la dernière étape après l'enquête publique. Le conseil municipal, au besoin en procédant aux modifications telles que je viens de les voir, approuve, le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public lors de l'enquête publique, à condition de ne pas modifier l'économie générale du projet. Avant de devenir exécutoire obligatoire, il faut s'assurer bien sûr que le PLU est compatible avec le SCOT ou avec d'autres documents, j'ai vu ça plus haut. Et le préfet a les moyens d'imposer à la commune des modifications. Par exemple, si le projet n'est pas conforme à certains documents, comme par exemple, eh bien, le SCOT, quand il est contraire à un projet d'intérêt général. J'ai vu ça au départ. Là, moi, le préfet a les moyens d'imposer. Écoutez, vous avez mis là une zone naturelle, mais ici, l'État a le projet de faire passer, d'installer un équipement collectif. Ce projet d'intérêt général s'impose à la commune. Il faut modifier pour permettre ici la localisation d'un équipement collectif. Le préfet pourra également s'opposer au projet de PLU si celui-ci est de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat. J'ai vu ce document qui est dans le Code de la construction et du logement, qui est relatif à la construction de logements. Vous indiquez que dans cette commune, il n'y aura plus de construction de logements, alors que dans le programme local de l'habitat qui a été arrêté par l'intercommunalité, il y a l'obligation de construire, puisqu'on sait que, je l'ai vu plus haut, que le programme local de l'habitat peut maintenant avoir des objectifs chiffrés, et l'objectif de construire 50 logements. Il faut en tenir compte. Voilà. Et puis ensuite, dernier point, septièmement, mais c'est déjà après ça, c'est la révision et la modification du PLU. Donc le PLU est adopté, puis quelques années plus tard, on le modifie pour telle ou telle raison. Je verrai ça après une pause bien méritée.